Et donc avec Xavier Roboux, qui est directeur de recherche à l'INRA, au sein de l'UMR Agroécologie, l'UMR Unité Mixte de Recherche Agroécologie à Dijon, et qui a la particularité d'être chargé de missions agroécologie et numérique par la direction scientifique. Avec Xavier, donc, on va se poser la question de savoir si les technologies numériques ne risquent pas de reverrouiller ou de verrouiller les pratiques. Est-ce qu'on n'est pas plutôt au lieu de vouloir améliorer les systèmes, plutôt verrouiller les systèmes? Et donc, Xavier, est-ce qu'au final, depuis ce matin, est-ce qu'on n'a pas tout faux dans ce qu'on s'est dit? Alors, on n'a pas tout faux, et j'espère qu'en 10 diapos, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Mais il y a des choses qui sont peu prégnantes et qu'il faut qu'on arrive à faire apparaître ensemble. Alors, pour ceux qui sont comme moi un peu grisonnants, le numérique agricole, c'est avant tout, c'est ça. Mais depuis, on voit qu'on a quand même fait un peu d'avancée, et il y a de l'eau qui est passée sous les ponts aussi, mais il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Alors, je vous propose un détour par la santé et le numérique. Il y a le think tank Renaissance qui avait fait un rapport sur l'utilisation du numérique pour la santé, et qui notait dans son rapport que sur 243 milliards d'euros de dépenses courantes, en fait, on avait utilisé un peu moins de 6 millions pour la prévention, et qui soulignait donc à travers son rapport qu'il y avait une double révolution à faire, celle du passage d'un système curatif à un système préventif de santé, qui exploiterait pour ce faire toutes les opportunités que portent en elles les nouvelles technologies du digital. Je pense qu'il y a là matière à réflexion et qu'on peut s'en inspirer pour notre réflexion sur le numérique agricole. Et c'est donc un peu ça que j'ai pris comme fil directeur pour mon exposé. La première, pour dire que l'on a vu apparaître ces dernières années un certain nombre d'entreprises qui sont au maillon intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs, qui ont fait apparaître des choses qui étaient un peu surprenantes. Le producteur de pop-corn qui tout à coup finance les agriculteurs pour un bilan carbone. Une grande entreprise de l'alimentation qui se pose la question de savoir comment est-ce qu'elle montre que sa chaîne d'approvisionnement se fait de manière durable, et ou encore un biscuitier qui change profondément son cahier des charges pour son approvisionnement, pour satisfaire les besoins des consommateurs. Dans tous les cas, on voit que ces éléments-là, qui sont basés sur des cahiers des charges et nécessitent une forme de transparence pour qu'il y ait une confiance de la part du consommateur. Donc peut-être que le premier numérique agricole, celui qui fera et qui fait et qui fera le plus bouger les choses, n'est pas un appui direct à l'agriculteur, mais passe de manière indirecte par la consommation, et donc par cette logique d'obligation de moyens et de certification que le numérique peut porter de manière visible. Il y a donc de réels besoins de ce numérique d'accompagnement qui n'est pas directement lié à l'outil de production en tant que tel. Alors évidemment, si on souhaite faire tout ça, ça pose un certain nombre de questions, et vous avez entendu ce matin un exposé excellent sur comment optimiser l'irrigation. Ce que je souligne à travers cette diapositive, c'est qu'il y a une vraie question aussi sur quel est l'objet même de l'optimisation. Est-ce que l'algorithme qui essayerait de minimiser le temps pendant lequel un préfet a des chances de signer une restriction d'eau, est-ce que cet algorithme n'autoriserait pas le flétrissement réversible de certains arbres, qui évidemment un algorithme qui serait basé sur le fonctionnement de l'arbre ne ferait pas? Et il y a donc une vraie réflexion à avoir sur l'intérêt individuel et l'intérêt collectif que porte le numérique. Alors évidemment, le numérique n'est pas responsable de la portée de l'intérêt collectif, mais en donnant de la traçabilité à ce que font chacun des acteurs, il permet la mise en place de stratégies collectives. Le 17 novembre dernier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire sur la barrière de corail en Australie. Depuis 5 ans, c'est la première fois que les coraux fleurissaient tous ensemble sur des milliers de kilomètres. Si les coraux font ça, c'est que l'œuf de corail est particulièrement vulnérable, et que la stratégie de synchroniser les sorties des œufs est le moyen que le corail a trouvé et a retenu pour limiter la prédation. Si demain, les producteurs de pois, de tournesol, synchronisaient le moment où ils sèment leur culture, on pourrait diminuer d'autant la prédation par les corbeaux et les pigeons. Et donc, on voit bien qu'au-delà de pilotage individuel, il y a des vraies réflexions à savoir comment est-ce qu'on utilise les outils du numérique pour synchroniser entre producteurs des dates d'installation de culture. Donc, ces éléments-là sont souvent peu prégnants dans les réflexions, alors qu'il y a là sans doute des marges de manœuvre absolument importantes à explorer.
Et de fait, un autre grand absent du système, c'est le vivant lui-même. J'ai repris ici l'extrait d'une plaquette d'Ali Magri sur la révolution numérique, la réédition actualisée qui est actuellement sur Internet. Et quand on fait un nuage de mots à partir du document en question, vous verrez que la partie technologique et la partie mathématique est très visible et très prégnante, alors même que le vivant n'est pas là. Et ça me pose un problème parce que vous l'avez vu ce matin avec l'exemple du choix de la fertilisation. Si on veut améliorer les systèmes, il est vraiment important de basculer dans une logique où le numérique n'est pas seulement un outil pour minimiser les fuites du système, pour réduire les intrants à leur plus juste utilisation, mais il est aussi le support d'une réflexion sur comment est-ce que le numérique peut accompagner des processus biologiques qui sont des processus dynamiques. La fertilité vient en support de l'accompagnement, de la mise en place du rendement pour une culture, et ces processus-là nécessitent d'être suivis. Or, qui mieux que le blé peut lui-même dire quels sont ses besoins d'azote? Et on voit que la vraie économie, elle est sur la capacité à capter ce signal que la plante peut nous envoyer sur ce qui relèverait pour elle, finalement, d'une carence, mais toutefois réversible. Donc, le cœur de mon message est de donner plus de place au biologique. Et ça, je vais le donner dans les 2 diapositives suivantes, parce qu'en fait, le numérique peut, associé au biologique, changer la nature même de l'objet. On voit qu'on passe potentiellement d'une stratégie d'optimisation, avec ici une carte qui montre les besoins de tenir compte de l'hétérogénéité intraparcellaire pour les apports d'intrants, à un système dans lequel, en fait, l'apiculture peut utiliser le numérique, et elle l'a fait. La première utilisation du numérique en apiculture a été un service pour vérifier que l'apiculteur ne se faisait pas voler des ruches. Puis on a rajouté un certain nombre de choses qui consistaient à avoir les paramètres majeurs du fonctionnement de la ruche. Mais de fait, maintenant, avec ces ruches connectées, on utilise 30 000 abeilles comme autant de sentinelles qui sont capables de vérifier le fonctionnement de l'écosystème qu'elles prospectent. Et donc, du coup, il y a des ruches qui maintenant sont aussi utilisées, non pas pour la seule production de miel, mais comme des sentinelles de l'environnement. Et certains sites Céveso se sont équipés de ruchers dans cet objectif. Donc, numérique plus biologique fabrique un objet nouveau qui mérite d'être réfléchi, car il a de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux intérêts. J'aime beaucoup cette photo, cette diapositive, sur l'utilisation des organismes vivants pour nous dire comment est-ce qu'ils perçoivent leur environnement. Vous avez à gauche un éléphant de mer équipé d'un capteur, et ces capteurs ont été mis en place par des équipes de recherche initialement dans l'idée de suivre ce que faisaient ces éléphants de mer pendant la période dans laquelle ils étaient en pleine mer dans l'Antarctique. Et les météorologues ont demandé à ce que, lorsque les éléphants de mer sont à la surface de l'eau, un certain nombre de messages soient envoyés. C'est les petits points de couleur que vous voyez sur la carte du monde au milieu. Et ces points sont des informations extrêmement utiles qui ont permis de bouleverser la manière dont on a pu faire les prévisions météorologiques pour tout l'hémisphère sud. Et donc, ces éléphants de mer donnent aussi la taille, les vagues et les vents dominants, et tout un tas de choses que l'on a rajoutées sur ces capteurs. Mais on voit qu'en fait, ils nous informent sur la manière dont eux-mêmes exploitent ce territoire. Et de manière surprenante, ce que l'on a fait pour des animaux sauvages pour mieux les comprendre bute dès que l'on rentre à l'intérieur des parcelles. Or, pourtant, on aurait besoin de savoir comment fonctionne l'agroécosystème. Est-ce que la pollinisation se fait bien ? Est-ce qu'il y a des déficits majeurs à certains moments qui amènent à ce que tous les animaux fuient? Et donc, évidemment, la miniaturisation va pousser ça, mais il faut utiliser les animaux eux-mêmes comme étant ces capteurs que l'on n'arrivait pas à imaginer ce matin, qui soient capables de rendre compte de choses très sophistiquées, car les animaux ont mis en place toute une stratégie adaptative qui leur permet d'être extrêmement sensibles à des choses que nous-mêmes ne voyons pas, y compris des messages du type composés volatiles, qu'eux-mêmes vont reconnaître. Ce matin, il y avait très peu de place pour la chimie. Alors, ce qui me fait peur, c'est ce graphique-là. On a du mal à savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, ce graphique reprend 70 ans d'innovation en agriculture. Et vous avez sur ce graphique le produit brut comme étant le produit du volume par les prix depuis 1970. Donc, les gains de productivité ont amené à ce que les volumes augmentent, c'est la courbe rouge, et dans le même temps, la courbe verte
relate les prix moyens des denrées agricoles, ce qui fait que depuis 1970, donc en 45 ans, ce produit brut volume par prix a décru de 15% dans cette même période. Et donc on est dans l'optique que potentiellement, si le numérique marche bien et s'il permet des gains de productivité, tous les agriculteurs soient amenés à s'en saisir, plus par obligation que par choix, et que dans le même temps, le marché absorbe le fait que ces gains de productivité étant maintenant une réalité, on peut acheter les denrées agricoles à des prix toujours plus bas. Et si c'est ça, nous aurons juste augmenté l'asservissement des agriculteurs qui deviendront une étape de plus des simples exécutants. Alors, du coup, j'ai 5 messages qui ont été pris dans cet exposé qui sont que le numérique d'optimisation, c'est celui qu'on a entendu ce matin, est vraiment pertinent et je ne reviens pas sur son importance. Il est vertueux, mais il faudra qu'on travaille sur comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces gains de productivité ne seront pas juste absorbés par une contraction des prix qui générerait une dépendance de plus. On a vu ce matin qu'un certain nombre de choses étaient enviables, mais qu'elles étaient encore en dehors de notre capacité de les attraper. Et sans métrique disponible, il sera extrêmement difficile d'en rendre compte. Donc si on veut assurer toutes les dimensions de la durabilité de l'agriculture, eh bien, il faut effectivement que l'on aille chercher des informations complémentaires. Elles sont actuellement à l'état expérimental dans les labos, on a vu quelques exemples. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas encore ou qui devraient y être demain, je pense au bien-être animal, mais aussi tout ce qui relève de la dimension de l'aspect social de l'agriculture, et pour l'instant un grand absent des réflexions. Donc, intégrer sciemment la posture de reconnaissance élargie des missions de l'agriculture pourrait aussi amener une autre forme d'agriculture, celle qui sert simplement à couvrir des services, tels que purifier l'eau, apporter des pollinisateurs. Et donc, on peut même imaginer demain une agriculture, si ces métriques existent, qui serait susceptible de vendre du service et d'en vivre, et non pas de faire passer tout son modèle agricole par sa seule production marchande. Cette évolution de l'agriculture est concomitante de changements majeurs du côté des entreprises qui, du fait de la mise en place de la responsabilité sociale des entreprises, sont tenus d'intégrer les dimensions environnementales et sociales dans leur stratégie et qui sont donc prêtes à financer et ou à soutenir des objectifs qui leur permettraient de leur donner de la lisibilité à leur contribution à cet alignement des objectifs. C'est ce qui relève de la comptabilité environnementale. Enfin, je tiens à souligner le fait que beaucoup de réflexions en cours, notamment au niveau de la mise en place de la nouvelle PAC, sont basées sur cette idée d'introduire beaucoup plus de conditionnalité des aides autour des dimensions de durabilité de l'agriculture, et qu'il y aura donc potentiellement non seulement des obligations de moyens, mais aussi des obligations de résultats. Et on peut notamment penser à cette nécessité qu'il y aura de montrer que l'on sait mesurer un delta de stockage du carbone pour que les agriculteurs puissent être financés non pas sur la base de la quantité de carbone qu'ils ont dans un sol qui peut dépendre d'un endroit à un autre et des cultures qu'ils ont mis en place, mais plutôt sur la capacité à maintenir un delta positif. Donc pour conclure, vous voyez ces deux personnes qui chacune s'interrogent sur le devenir du numérique. La première pour se poser la question de savoir si la technologie sera ici en mesure de répondre aux enjeux. Le second pour savoir si le numérique sera à même de changer l'agriculture. Actuellement, c'est un barbu comme moi et c'est bien que demain, ces questions-là soient portées par l'ensemble de la société. Désolé, vous ne regarderez plus jamais ce tableau autrement qu'en pensant au numérique en le regardant. Merci à vous. Merci Xavier. Vous pouvez déjà l'applaudir. Est-ce que, si je te comprends bien, tu n'es pas en train de dire moins de numérique ? Tu dis peut-être même plus de numérique, mais à des fins différentes. Oui, plus de numérique pour une stratégie collective et partagée, en fait. Je crois pas que sinon on puisse éviter ce cisaillement des courbes vertes et rouges qui va juste amener à un gain de productivité absorbé par le marché. Et donc, en fait, il faut qu'on en profite pour faire passer des enjeux majeurs, l'agriculteur comme un stockeur de carbone et comme un contributeur à la mitigation du changement climatique, et donc un changement dans son métier. Alors après, il y a évidemment la question du coût aussi énergétique de l'informatique en tant que telle,
Et donc connecter des milliards de mains d'objets ne sera pas sans coût. Et il est extrêmement difficile actuellement de voir des exposés dans lesquels le coût de l'informatique que l'on a rajouté est explicitement rendu dans le bilan global de ce que l'on essaye de faire bouger. C'est un point qu'on pourra réaborder en conclusion. Ce que j'entends aussi, c'est que l'idée n'est pas de dire moins de numérique, encore une fois, mais s'assurer que le numérique n'obère pas la capacité des acteurs à repenser peut-être plus profondément leur système. Absolument. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que l'emploi du numérique verrouillerait encore plus les systèmes ? La traçabilité pour le consommateur. En fait, c'est ça qui va être le moteur majeur. Ils attendent ça. Ouais. D'accord. Et donc, demain, ils achèteront des pop-corn de Nataïs parce que Nataïs a financé des agriculteurs pour stocker du carbone. C'est le pari qu'ils font. Ils y consacrent 7% de leur chiffre d'affaires. C'est un pari audacieux, 500 000 € l'année dernière, mais plusieurs milliers d'hectares qui vont basculer sur ce système-là, sur ce système sous contrat. Il faut faire des systèmes sous contrat qui soient malins, qui ne soient pas juste quelque chose qui coince l'agriculteur. Un autre exemple avec les cochons, on avait apprécié ce système-là, on a fait travailler les élèves là-dessus. On peut mesurer la température des cochons avec une sonde qui va dire dans l'hyperspectral où il a de la température, ce qu'un éleveur peut difficilement voir. Un cochon qui a de la fièvre, ça ne se voit pas forcément facilement, spontanément, mais les capteurs savent faire ça très bien. Et donc dans notre vision, on disait c'est super, il faut qu'on mette ça dans les élevages, parce que les cochons qui seront malades, une porte s'ouvrira devant eux, une autre se fermera derrière, et ça les enverra directement dans l'infirmerie, puis ça préviendra l'éleveur sur son smartphone qu'il a un cochon malade, donc quand il revient, il va voir, et puis il sait s'il appelle le veto ou s'il le fait rentrer. On discute de ça avec nos collègues hollandais, ils nous disent oui, mais le cochon, il a un numéro à l'oreille, et je peux choisir son alimentation, donc je vais mettre automatiquement de l'antibiotique dans sa ration, et puis l'affaire, elle est réglée. Et donc là, on s'est dit, mince, mais alors on passe d'une situation, en fait, on est sur l'éleveur augmenté, on lui donne la température des cochons, ce qui n'est pas facile à voir, à un système où finalement c'est l'informatique qui prend en charge la santé des cochons, c'est-à-dire que l'éleveur, il peut ne même pas savoir qu'il a des animaux malades, ça va niveler son lot, ça va l'homogénéiser, c'est intéressant pour le marché, c'est aussi intéressant de soigner tout de suite un cochon avant qu'il devienne malade, et puis, plus malade. Sans qu'on remette forcément en cause le mode de production d'élevage. Mais du coup, on voit qu'en fait, le risque problème que l'on prend, c'est qu'en faisant ça, on nous dit ça va libérer du temps d'observation pour l'éleveur. Moi, je crois que ça va juste libérer des marges de manœuvre pour que l'éleveur il fasse 400 cochons supplémentaires. Et donc, lequel des deux modèles de numérique notre travail soutient est une question qui, à mon avis, mérite vraiment qu'on y réfléchisse à deux fois. Donc des questions éthiques, du coup, qui se posent aux chercheurs comme aux fournisseurs de services et de solutions numériques. Une petite question avant que je me retourne vers la salle. Sur une des diapos, tu as présenté une abeille avec un petit capteur. Oui. Question de curiosité, qu'est-ce qu'elle captait, cette abeille ? On suit son déplacement, en fait. C'est juste un GPS, non, exactement. Il n'y avait pas de et donc c'est un bourdon. Un capteur en tant que tel. Et donc c'est en train de se miniaturiser. Donc pour l'instant, on sait faire des oiseaux, pas mal. Les chercheurs commencent à faire quelques insectes rampants. Ils savent faire des arthropodes. On peut en suivre quelques-uns comme ça. Et sinon, pour les insectes, on suit pour l'instant des libellules. Et là, donc une grosse femelle de bourdon dont on va voir comment elle se déplace. Il y a des tentatives d'application pour essayer de repérer plus facilement les nids de frelons asiatiques pour pouvoir mieux les détruire sur cette stratégie-là. Bon, demain, je pense qu'en fait, on sera intéressé pour suivre de manière globale l'ensemble des organismes présents. Moi, je suis intéressé par savoir si de mon vivant, je verrai le moment où il y aura des capteurs dans les vers de terre et où le fait que tous les vers de terre aillent soudain à 40 cm de profondeur sera le signal qu'il y a un dérèglement fort et qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer le fonctionnement de sa parcelle. Utopie ou à l'inverse, paysage inquiétant, ça, on va voir. Je me tourne vers la salle, on a le temps. Ah voilà, pour une question, je vous passe le micro. Oui, bonjour, Jean-Marc Gollet, Géocarta, on est une entreprise. Ce que vous décrivez comme courbe s'appelle la courbe d'expérience qui permet de diminuer le coût de ce que l'on fabrique, ce qui a permis aux gens de sortir de 100% de leur temps à faire de l'agriculture et maintenant de pouvoir s'acheter un iPhone. Oui. Voilà, c'est juste ça. C'est pas, après, il n'y a pas de jugement de valeur. On peut faire n'importe quoi avec du numérique, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est une courbe logarithmique qui permet de savoir le prix du poulet dans X années. Hein. C'est hallucinant comme. Je suis d'accord avec ça. Évidemment, je ne peux que partager cette analyse et tant mieux s'il y a des gains de productivité. Le seul défaut, c'est qu'on a
multiplié par 4 les facteurs de productivité et chaque agriculteur a fait mieux que ses parents ou ses grands-parents. Simplement, il continue à vivre très mal de son métier et à se suicider toujours autant. Donc on voit bien qu'on a quand même un problème avec notre modèle économique, qui est que tout le monde voudrait que l'alimentation soit saine et qu'elle soit produite de manière bio et que les agriculteurs soient très contents. Mais je vous rappelle que si un ménage payait 50% de son alimentation en 1952, on est actuellement à la barre de 12%. C'est-à-dire que tout le monde considère qu'il est normal de se nourrir quasiment gratuitement sur le dos des agriculteurs, finalement, ou sur le dos du système. Et ça parce qu'en fait, il a changé la manière dont il veut dépenser son argent. C'est une forte contrainte sur les systèmes. Ouais, moi, je suis un peu surpris qu'on soit toujours sur le côté optimisation technique et on oublie l'économique. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, moi, j'ai une réflexion d'agriculteur dans la tête. Mon père, c'était le club des 100 quintaux. Moi, je m'en fous des 100 quintaux. Ce que je veux, c'est la marge. Bien oui. Et justement, pour moi, le numérique, c'est aussi ça. C'est OK, on peut peut-être augmenter les rendements, diminuer les intrants, mais quelque part, il faut aussi convertir ça en économique et plutôt que de faire de l'optimisation fiscale, ce que font tous les centres de gestion, c'est peut-être de regarder les coûts de production et en particulier les cartes de rentabilité. Moi, je tiens à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les cartes de rentabilité, on peut se poser des questions et peut-être que par rapport à la première question de ne pas se faire bouffer les gains de productivité, on a peut-être des gains économiques à faire d'abord avant de parler de productivité. Et avant d'aller chercher des rétributions, on va dire, annexes, comme dans les points 3 et 4. Quoi. Eh ben, je pense que votre intervention illustre précisément ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est qu'il faut qu'on change les métriques même sur lesquelles on évalue les performances de l'agriculture. Quand vous êtes sur de la rentabilité, vous êtes sur un ratio gain de rendement, quintot produit par quelque chose. Et donc là, on peut travailler sur de l'optimisation d'efficience. Je vous rappelle que les variétés de blé que nous cultivons actuellement, quand on les met sans l'ensemble des intrants dans lesquels elles sont censées fonctionner, produisent 15 quintaux à l'hectare, ce qui était la valeur que faisaient les blés il y a 170 ans. Donc il n'y a eu aucun gain de productivité génétique fixé dans la génétique du blé en 150 ans qui ne soit pas exprimé par la valorisation des intrants. Si demain on réfléchissait sur des critères d'évolution des performances, de capture des ressources par le blé, cette valeur-là changerait radicalement. Et donc là, c'est bien la métrique même qui induit les difficultés que l'on a à faire changer l'agriculture. On réfléchit sur des volumes parce qu'on a des marchés, parce qu'on doit rentabiliser les machines, parce qu'en fait, il y a des économies d'échelle, et on ne réfléchit pas sur de l'efficience. Tant qu'on fait ça, on ne peut pas changer le système. De quoi nourrir des débats et des réflexions poussées, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une mission dédiée sur le sujet, et puis une question de recherche qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas closes.